Ça y est, on est en direct et bonjour à tous et bienvenue pour cette actualité sociale. Je vais me présenter, je vais laisser après Coralie et Fabrice se présenter. Donc bienvenue à ce webinaire et donc je suis Géraldine Ratry, responsable marketing chez QuickMS. Fabrice, Coralie, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Coralie, je te laisse débuter, comme souvent. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour animer ce webinaire d'actualité sociale. Avec Fabrice, nous sommes avocats au sein du cabinet Capstan. Capstan, en résumé, c'est 11 bureaux partout en France. Nous sommes tous deux situés à celui de Marseille. Nos missions principales se résument en conseil, contentieux, formation au sein des entreprises, mais également à distance, comme on le fait à l'occasion de ce webinaire. Nous ne pratiquons qu'une seule matière, le droit du travail, et exclusivement aux côtés des entreprises. Voilà, si Fabrice, tu veux… Parfait, oui. Alors, juste pour vous dire bonjour, donc Fabrice Carava, avocat associé au sein du cabinet Capstan. Coralie a tout dit. Capstan, c'est un cabinet exclusivement consacré au droit du travail, avec une très grande connotation de conseil. Notre vocation, c'est d'être des partenaires juridiques pour vos ressources humaines au quotidien ou sur des dossiers plus exceptionnels. Top, merci à tous les deux. Du coup, j'en profite moi aussi pour faire la minute promo pour QuickMS. Donc, QuickMS, on est une start-up, on a été créé en 2018 et on a 2 logiciels pour vous accompagner au quotidien, les RH. On a un premier logiciel qui s'appelle Graphique et qui permet d'automatiser vos rapports légaux comme la BDESE et les index, par exemple, mais tous vos rapports aussi RH. Et on a un deuxième outil qui s'appelle Crew et qui permet de digitaliser les entretiens. Et pour la petite histoire, donc, vous pouvez digitaliser vos entretiens, notamment professionnels. Et ces entretiens professionnels ont été revus et validés par le cabinet Capstan, par Coralie et Fabrice. Alors, c'est en cours, en tout cas. C'est en cours. Oui. Allez, on va commencer. Du coup, pendant que je partage le document, les petites règles du jeu, vous les connaissez parce que je pense qu'on a des habitués. Il y a un chat en bas à droite dans lequel on s'est dit bonjour, mais n'hésitez pas à revenir si vous avez à nous parler, si vous voulez dans cette partie-là. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet questions. C'est plus facile pour nous de les traiter. Et voilà, on essaye de traiter toutes les questions. On essaye de traiter toutes les questions. Et si on n'a pas le temps, vous pourrez derrière contacter, si besoin, par mail, le cabinet Capstan pour des conseils plus approfondis. Hop, alors, tout à fait. Et juste pendant que je te laisse mettre en place le support que l'on voit dans un petit carré pour l'instant, voilà, il arrive. Je rappelle que l'adresse pour nous contacter directement, c'est quickms@capstan.fr et on prendra attache avec vous pour voir comment il faut traiter vos questions et votre dossier si nécessaire. Allez, c'est parti pour la première jurisprudence. Ouais. Très bien. Alors, pour ce premier slide, je prends la parole. Vous voyez qu'on va aborder en fait 2 arrêts de la Cour de cassation parce que ils ont un point commun, c'est de traiter de la question du reclassement en matière de licenciement économique, avec 2 apports qui sont arrivés, un le 4 octobre et un le 8 novembre. Alors, 2 apports. Un rappel pour le premier, et puis un apport un peu plus précis pour le second et un peu plus nouveau. Donc, pour contextualiser ces arrêts, je rappelle qu'en matière de licenciement pour motif économique, c'est une logique qu'on va retrouver aussi en matière de licenciement pour inaptitude, sauf évidemment s'il y a dispense de recherche de reclassement. Il y a donc dans des licenciements économiques une obligation pour l'employeur de rechercher un reclassement au sein de l'entreprise et au sein du groupe auquel elle appartient, avec quelques subtilités justement sur lesquelles je viendrai avec le deuxième arrêt. Je commence par le premier arrêt, donc sur ce sujet du reclassement, comment on l'aborde, comment on doit le considérer, avec un arrêt de la Cour de cassation qui vient en réalité rappeler quelque chose, mais c'est toujours l'occasion de le dire pour la Cour de cassation et pour nous donc de le redire. Dans cette affaire, on est donc dans un contexte de licenciement pour motif économique, de fermeture d'un établissement qui était, puisque ça a fermé depuis, une structure d'accueil de personnes adultes en situation de handicap ou en situation de vieillesse. Et donc, dans le cas de cette fermeture,
l'employeur a embauché, alors que des licenciements économiques ont été faits, des intérimaires et a pourvu par l'intérim des postes temporaires pour finalement gérer la fermeture, ou en tout cas pour assurer le maintien provisoire de l'activité de cet établissement et de ce foyer de vie avant sa fermeture définitive. Et donc, il y a eu une contestation de la part des salariés qui sont allés dire ces postes-là, même temporaires, devaient nous être proposés au titre du reclassement, et donc je viens en demander une indemnisation puisque ça n'a pas été fait. L'argument de l'employeur, l'argument qu'a imposé l'employeur était de dire ces emplois, c'était des emplois qui étaient temporaires, qui ne pouvaient donc pas être considérés comme des emplois disponibles et pouvant donc être proposés, et même devant être proposés, au titre de l'obligation de reclassement. La Cour de cassation ne l'entend pas de cette oreille et donne raison aux salariés, puisqu'elle dit que la Cour d'appel a pu déduire de la situation que la société avait manqué à son obligation de reclassement, peu important, et c'est ça qu'il faut souligner et retenir, peu important, donc je cite, qu'il se soit agi d'emplois pour assurer le maintien de l'activité de l'établissement avant sa fermeture. Donc, premier élément à retenir sur lequel on voulait faire un éclairage aujourd'hui, c'est cette idée que lorsque vous êtes amené à devoir traiter de l'obligation de reclassement dans un licenciement pour motif économique, vous devez notamment, au titre du reclassement, si la situation se présente, proposer des postes de nature temporaire, intérim dans cet arrêt de la Cour de cassation, ou CDD, qui peuvent parfois être amenés à intervenir dans des dossiers. Vous devez le faire. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi n'enferme pas, ne limite pas les types de postes qui doivent être proposés, et la Cour de cassation ne les limite donc pas non plus. Et puis surtout, il y a une logique finalement derrière tout ça. L'employeur ne doit pas préjuger de la décision du salarié qui peut souhaiter, pour X et Y raisons qui lui sont propres, accepter un poste, même temporaire, au titre de l'obligation de reclassement. Donc, alors, ça a déjà été dit par la Cour de cassation, mais donc c'est une redite qui permet de souligner aujourd'hui ce premier élément sur l'obligation de reclassement. Deuxième arrêt du 8 novembre 2023, qui apporte une précision complémentaire. Alors là, on est sur un sujet un peu différent de l'obligation de reclassement, qui est le périmètre de l'obligation de reclassement. Je l'ai évoqué un peu en introduction de mon propos. L'obligation de reclassement, elle est interne, c'est-à-dire que l'employeur doit rechercher au sein de sa société un reclassement, mais elle est aussi externe, au sein du groupe, donc en dehors de la société, mais au sein du groupe. Et la question donc est de savoir quel est le champ, quel est le périmètre au sein du groupe de cette obligation de reclassement. Le débat dans cet arrêt de la Cour de cassation était sur cette question-là, dans une affaire où on était dans un secteur qui avait schématiquement deux activités, une activité de réalisation de travaux et une activité de négoce de certains produits. Le détail n'y est pas dans l'arrêt. Donc, pour schématiser, travaux et négoce, c'était les deux activités. L'employeur a cherché, donc la société dans laquelle des licenciements économiques étaient faits, à traiter son obligation de reclassement uniquement dans l'activité, dans le secteur d'activité du groupe impacté par le licenciement, à savoir le négoce, mais pas dans l'autre activité du groupe. Face à la critique des salariés, l'employeur a souligné cette différence d'activité en disant que cette différence d'activité, démontrait qu'il ne pouvait pas y avoir de permutation de personnel et que donc on n'était pas, c'est comme ça qu'est définie en principe l'obligation de reclassement, dans des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation du personnel, de toute partie du personnel, ce qui est un critère pour l'obligation de reclassement. Donc, au prétexte de cette différence d'activité, il n'y aurait pas de permutation possible du personnel et donc on ne serait plus dans le périmètre de l'obligation de reclassement. La Cour de cassation n'est pas d'accord, puisque la Cour de cassation nous précise que, je cite, peu important qu'elles, les sociétés du groupe, appartiennent ou non à un même secteur d'activité. Donc,
Concrètement, ça signifie qu'on ne peut pas raisonner pour la Cour de cassation par secteur d'activité au sein d'un groupe pour l'obligation de reclassement. Cela ne signifie pas que la notion de permutation de toute partie personnelle ne rentre plus en jeu, mais d'après la Cour de cassation, il peut y avoir possibilité de permutation de toute partie du personnel, même si toutes les sociétés du groupe ne font pas partie du même secteur d'activité. Donc, l'existence du secteur, le secteur d'activité dans le groupe n'est pas le critère de la permutation du personnel et donc n'est pas le critère du périmètre de l'obligation de reclassement. Donc, attention, parce que c'est un biais, c'est une erreur qui peut être commise de dire dans le groupe, il y a plusieurs métiers et je vais chercher le reclassement que dans une partie des sociétés du groupe parce qu'elles font le même métier ou elles sont dans le même secteur. C'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner d'après la Cour de cassation et cet arrêt du 8 novembre 2023. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux arrêts? Il y en a une. Au terme du CDD, contrat de mission, la procédure de licenciement économique reprend donc avec une nouvelle obligation de reclassement? Non, pas exactement. C'est-à-dire que dans cette hypothèse-là, le CDD serait intervenu au titre de l'obligation de reclassement. Donc effectivement, quand vous arrivez au bout, vous pouvez avoir une rupture de contrat de travail simplement par arrivée du terme. Après, selon le type de procédure dans laquelle on se situe, on peut être notamment dans des procédures de licenciement collectif avec notamment des plans de sauvegarde de l'emploi qui peuvent aboutir, même s'il y a des reclassements temporaires, à bénéficier, quoi qu'il en soit, des indemnités supralégales qui peuvent être accordées par le plan. Mais ça peut dépendre d'un plan, d'un PSE spécifique à l'opération. Ok, merci beaucoup. On passe à l'arrêt suivant. C'est Coralie, du coup. Allez, je prends la main. La question de l'inaptitude. Alors, je ne vous apprends rien en vous disant que le premier semestre 2023 a été très largement fourni en jurisprudence en la matière. Au mois de février, pour donner cet exemple-là, on avait mis en évidence à l'occasion d'un webinaire que l'employeur ne peut pas prononcer un licenciement pour un autre motif que l'inaptitude, peu important qu'il a engagé effectivement antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause. On avait eu l'occasion d'évoquer aussi d'autres jurisprudences en matière de reclassement en télétravail, où là, on avait alerté la communauté sur le fait que lorsque le médecin du travail envisage et préconise l'aménagement du poste en télétravail au domicile du salarié, si l'employeur s'y refuse alors que c'est tout à fait possible de mettre en place le télétravail, alors il y a un manquement à son obligation sur l'aspect purement de la loyauté dans l'exécution de son obligation de reclassement. Dans cet arrêt, la question se posait en matière de contestation d'avis d'inaptitude sur les éléments que le salarié peut ou pas contester. La question qui était posée, c'était de savoir si le salarié peut contester devant quel juge, parce que là, la question se posait, c'était uniquement devant le juge en matière de saisie, enfin, quand on le saisit en la forme des référés, ou si, au contraire, il peut saisir le juge du fond. La question se pose ici parce que le salarié avait contesté l'avis d'inaptitude et à proprement parler à l'occasion de la contestation de son licenciement, au motif que le médecin du travail aurait utilisé un terme inexact pour désigner son poste de travail. Donc ici, se posait la question de savoir s'il pouvait émettre cette contestation devant le juge du fond à l'occasion de la contestation de son licenciement et s'il pouvait invoquer d'autres éléments que les éléments médicaux. Et ici, la question, c'est de savoir si le médecin du travail avait bien examiné sa situation puisqu'il avait mentionné sur l'avis un poste de travail qui n'était pas le sien et donc se poser la question de la régularité de cet avis. Alors, dans les faits, si vous voulez, la question, elle était très vite résumée, il y avait très peu de détails dans le contenu de l'arrêt, mais il n'empêche que la Cour a été amenée à se prononcer du coup sur l'étendue
de l'article L4624-7 et en particulier, du coup, sur la contestation fondée sur un élément autre que médical. La Cour de cassation décide finalement qu'en cas de recours, et c'est ce qu'elle rappelle, dès lors qu'il s'agit d'un motif de cette nature médicale ou autre, la contestation est enfermée dans le fameux délai de 15 jours, conformément aux dispositions légales, et le recours ne peut être actionné que devant le juge prud'homal saisi en la forme des référés. Passé ce délai, c'est ce qu'elle rappelle, aucune contestation n'est admise, et ce, peu importe les éléments qui sont contestés. Donc, c'est vraiment un délai beaucoup plus informé que celui qui concerne la contestation du licenciement, comme on le connaît, c'est-à-dire la fameuse année. La Cour d'appel, ici pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, adopte la lecture suivante en estimant que l'avis rendu par rapport à un poste qui n'était pas reconnu comme étant celui du salarié au moment de la déclaration d'inaptitude caractérise un non-respect de la procédure de constat d'inaptitude et partant, elle estime que le licenciement fondé sur un tel avis devient sans cause réelle et sérieuse. C'est pas la position partagée par la Cour de casse, puisque celle-ci estime au contraire que le salarié ne pouvait pas contester devant le juge du fond la légitimité de son licenciement pour inaptitude, même si c'est sur ce motif-là. Il ne l'a pas fait dans le fameux délai de 15 jours en saisissant le CPH en la forme des référés. Par contre, elle va au-delà en s'appuyant sur le fait qu'une contestation qui porte exclusivement sur une erreur d'intitulé du poste mentionné sur l'avis n'est pas suffisante pour justifier l'irrégularité parce que cela reviendrait finalement à affaiblir la compétence exclusive du médecin et on sait pertinemment que pour que l'avis d'inaptitude soit dit de manière régulière, il y a quand même l'étude de poste, les échanges qui sont effectués entre le médecin du travail, le salarié et surtout le médecin du travail avec l'employeur. Donc, ça ne peut pas entacher en tant que tel la procédure suivie par le médecin sur la délivrance de cet avis d'inaptitude. Le caractère sérieux de l'avis ne saurait être mis en doute sur la simple irrégularité, sur l'aspect de l'erreur de l'intitulé du poste. C'est insuffisant. Donc, il faut effectivement, en termes de défense, bien porter l'attention sur ces éléments-là, parce qu'effectivement, la Cour de cassation est assez tranchante sur ce volet-là. L'erreur d'intitulé est insuffisante pour mettre en doute la procédure d'avis d'inaptitude. Voilà pour cet arrêt-là. Top. Merci Coralie. On n'a pas de questions, donc je pense qu'on peut continuer avec l'arrêt suivant. Fabrice, je te laisse. Oui. Alors, une fois n'est pas coutume, mais c'est l'actualité pourtant, et la grande actualité même, on va parler d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 novembre 2023 qui était largement attendu. Alors cet arrêt, il s'inscrit dans la série à suspense du moment concernant les congés payés, et plus particulièrement l'acquisition des congés payés pendant les périodes d'arrêt de travail. Vous savez, on en a déjà parlé pendant l'un des webinaires, on a 3 arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre dernier qui ont révolutionné la matière en rayant d'un trait de plume des phrases entières du Code du travail et en aboutissant au fait que, d'après la Cour de cassation, le Code du travail est contraire au droit européen et plus particulièrement à l'article 31 de la Charte des droits européens et la directive concernant le temps de travail, de telle sorte que un salarié, depuis ses arrêts du 13 septembre, doit acquérir des congés payés en période d'arrêt maladie et même au-delà de l'année prévue par le Code du travail en cas d'accident ou de maladie professionnelle. Le 3e arrêt portant sur la prescription. Dans ce contexte-là, il y a un branle-bas de combat actuellement dans les entreprises puisque pour la compréhension de l'enjeu, des évaluations d'économistes nous apprennent que si toutes les entreprises de France et de Navarre doivent appliquer cette nouvelle jurisprudence, l'enjeu financier pourrait être au global de l'ordre de 2,7 milliards d'euros, ce qui n'est quand même pas une mince affaire. Donc, branle-bas de combat, le cabinet Capstan, pour tout dire, se mobilise sur ce sujet-là pour apporter
des arguments et des techniques pour gérer la situation et notamment pour se défendre face à des demandes qui commencent à arriver devant les conseils de prud'homme en la matière. Et donc, c'est dans ce contexte d'ébullition qu'arrive cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Cet arrêt était attendu dans ce contexte des arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre parce que, et je pense que ça va être le cas, probablement qu'il va apporter une évolution au débat. Alors, je m'explique. Dans cet arrêt, la Cour de justice avait à répondre et à se positionner sur la conformité de règles nationales à l'égard du droit européen et à l'égard en particulier de l'article 7 de la directive 2003/88, qui est donc la directive qui a été mobilisée par la Cour de cassation, qui, soit dit en passant, donc, a fait une entorse au droit puisqu'elle va appliquer directement une directive européenne qui n'est en principe pas d'application directe. Et donc, cette CJUE va se positionner par rapport au droit européen sur ces sujets des congés payés en nous disant les choses suivantes. Elle nous dit d'abord qu'il ne lui appartient pas à cette Cour de définir, alors je vais m'expliquer, la durée de report applicable au droit au congé payé annuel. La question qui lui était posée, c'était jusqu'à quelle période, quelle est la durée de report de congé payé qu'on peut admettre, pour un salarié qui est en arrêt de travail, puisque la situation est celle-ci, un salarié est en arrêt de travail, il va perdre ses congés, et donc se pose la question de pendant combien de temps on les reporte pour qu'il puisse les prendre éventuellement à son retour d'arrêt de travail. La Cour nous dit une première chose, elle dit ça ne m'appartient pas de définir cette durée. Ça relève aux États membres qui, dans leur législation, vont poser cette durée. Premier élément du raisonnement. Deuxième élément du raisonnement et deuxième apport de cet arrêt, elle nous dit l'article 7 de la directive doit être interprété comme ne s'opposant pas à une législation nationale qui viendrait traiter de ce sujet en l'occurrence en permettant à un travailleur moins de 15 mois après la fin de la période de revendiquer ses congés et en limitant à 2 périodes de référence consécutives ce report. Alors, ça signifie concrètement que la Cour dit on peut poser, ça n'est pas contraire au droit européen, dans les lois nationales, une limitation au report des congés payés. Elle le dit en revenant au fondement du raisonnement et en rappelant qu'il ressort du droit européen que la période de congés payés, elle a un double intérêt. Elle a celle du repos et celle de la détente et du loisir. Et que si on reporte indéfiniment, sans limitation, les droits acquis parce qu'on est en arrêt de travail, eh bien, ce sera peut-être pour la détente et le loisir, mais il n'y aura plus de notion de repos parce qu'on sera extrêmement éloigné de la période d'acquisition. Et donc, ça n'est pas contraire au droit européen d'après la Cour que de poser une limitation. Et donc, 15 mois, pourquoi pas? Alors, ça signifie une chose par rapport aux arrêts de la Cour de cassation, et le cabinet, d'ailleurs, se mobilise sur ce sujet. Ça signifie qu'on peut tout à fait imaginer dans les mois qui viennent qu'une législation française vienne limiter, par exemple à 15 mois, le report, ou à 2 périodes de référence, le report de l'acquisition, enfin, des droits à congés payés, report dû donc à un arrêt de travail. Donc c'est un élément d'information qui est assez important que nous livre la Cour. Elle ouvre la possibilité, elle confirme la possibilité pour les législateurs nationaux, donc pourquoi pas en France à la suite de ces arrêts de la Cour de cassation, d'intervenir en la matière et de poser une limitation au report. Alors dans le contexte des arrêts du 13 septembre de la Cour de cassation, c'est important parce que ça signifie qu'on a peut-être ici, on a certainement ici l'un des points à l'étude au niveau du gouvernement actuellement pour envisager peut-être dans les mois qui viennent une telle limitation dans le Code du travail qui viendrait répondre en grande partie
aux conséquences des derniers arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre dernier. Est-ce qu'il y a des questions sur cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne? Non, il y en a. Ah oui, on me signale qu'il y en a une. Dans l'oreillette. Dans l'oreillette, mais on est en train de la taper, a priori. Alors on va attendre juste, on va laisser le temps pour la personne de taper sa question. On devrait prévoir une petite musique d'attente. Ah, ça y est. L'employeur peut-il... Vas-y. L'employeur peut-il limiter ce report sans intervention législateur? Alors, grande question. Réponse largement incertaine parce que ça revient à la question de la place et la hiérarchie des normes. Quand on lit l'arrêt de la Cour de justice, elle évoque la possibilité, elle dit que ne serait pas contraire au droit européen une législation nationale et ou une pratique nationale. Donc elle réserve un peu l'hypothèse que ce ne soit pas forcément une loi. Mais c'est vrai qu'il est fait quand même référence plutôt à une règle une valeur normative, ayant une valeur normative quand même nationale. Alors, est-ce qu'un accord d'entreprise, par exemple, pourrait venir poser ce type de limitation? C'est pas du tout certain. Vraiment, on est dans un sujet, pour être tout à fait honnête, où on n'a pas toutes les réponses. C'est pas du tout certain. Moi, je dirais surtout que je vois pas pourquoi des organisations syndicales ou des salariés, par le biais, par exemple, d'un accord signé dans le CSE ou dans les plus petites entreprises, d'un accord référendaire, je vois pas pourquoi, côté organisation syndicale ou salariés, on viendrait signer ce type d'accord d'entreprise, par exemple. Donc, il y a un gros point d'interrogation juridique sur la capacité qu'on pourra avoir de faire une limitation. Moi, je suis très réservé. Je pense que ça relève plutôt de la loi. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'en pratique, je pense que c'est assez douteux qu'on puisse arriver à négocier ce type de choses, quoi qu'il en soit. Ok. Et ben on peut passer à l'arrêt suivant. Coralie, je te laisse la main. L'apport de cet arrêt est contenu dans le titre. On va quand même pas s'arrêter là. Il était question effectivement dans cet arrêt de s'interroger sur la charge de la preuve, preuve du respect des durées maximales de travail, puisque on connaît l'état de la jurisprudence qui est constante quand il s'agit du respect des seuils et plafonds lorsqu'il est question de salariés sans l'étiquette de salariés intérimaires, puisque ça incombe à l'employeur. Mais qu'en est-il, c'était toute la question dans cet arrêt, qu'en est-il dans le cadre d'une relation de travail avec un salarié intérimaire? Donc, pas grande difficulté quand on prend soin de lire le contenu des faits, puisqu'il s'agissait d'un travailleur intérimaire ici qui avait effectivement saisi le Conseil de prud'homme de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat, et il avait réclamé auprès de l'entreprise utilisatrice des dommages et intérêts pour violation des durées maximales quotidiennes de travail. La Cour d'appel de manière assez surprenante, mais l'a débouté, surprenante, dans la façon dont les choses avaient été menées. Je vous invite à lire l'arrêt pour une fois, c'était très bien rédigé. La Cour d'appel l'avait débouté effectivement au motif qu'il ne précisait ni les dates, ni même les périodes de dépassement, et qu'il produisait uniquement au débat des attestations de collègues. Et au-delà, la Cour estimait également que ces éléments n'étaient pas corroborés par des éléments objectifs, ce qui ne permettait donc pas de retenir la responsabilité de l'entreprise utilisatrice. La Cour de cassation, de son point de vue, donc là, ne partage pas cette lecture-là, puisqu'elle pose pour principe que même dans le contexte du travail temporaire, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, c'est comme ça que c'est effectivement présenté, et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe uniquement à l'entreprise utilisatrice. Alors,
Finalement, la position de la Cour de cassation, c'est de dire que les juges du fond ont inversé la charge de la preuve en faisant peser celle-ci sur l'intérimaire. Et pour débouter le salarié intérimaire, la Cour d'appel aurait dû constater que l'entreprise utilisatrice justifiait de respecter les durées maximales de travail, ce qu'elle n'a pas fait. Donc, d'une certaine manière, on peut effectivement affirmer que cette décision ne surprend pas. Elle vient réaffirmer la responsabilité, en réalité, de l'entreprise utilisatrice en ce qui concerne les conditions d'exécution du travail. Et cette appréciation s'explique effectivement par rapport à l'article L1251-21 du Code qui exprime le fait que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail. Et par voie de conséquence, on estime que c'est à elle de suivre et de pouvoir apporter la preuve sur ces éléments, sur les éléments de durée du travail et de repos. Bon, à suivre. C'est vrai qu'on n'est pas très surpris de cet arrêt-là, mais on a déjà eu des cas quand même sur le volet des arrêts qui sont rendus par les juges du fond, qui sont contradictoires. Donc, à voir si la Cour de cassation réitérera sur cette appréciation-là, mais en tout cas, c'est un point de vigilance à avoir si vous avez des salariés intérimaires. Voilà pour cet arrêt. On a une question, du coup, au sujet des CP. S'il faut considérer la maladie comme du travail effectif dans l'acquisition des CP, faut-il modifier la base d'indemnité des CP en incluant les indemnités journalières SS dans le brut CP? Voilà, alors j'étais en train de rallumer mon micro, pardon, je l'ai éteigné pour pas déranger Coralie. Donc c'est une question qui me revient, parce qu'on revient à la question des congés payés. Alors, je ne sais pas déjà si on peut dire, c'est peut-être un raccourci que de dire les périodes d'arrêt de travail sont considérées comme du temps de travail effectif. Parce que si on considère comme temps de travail effectif, il peut y avoir d'autres effets que l'acquisition des congés payés. Or, les arrêts de la Cour de cassation parlent quand même uniquement des congés payés. Donc, il ne faut pas qu'on fasse je pense qu'il ne faut pas quand même faire ce raccourci-là. Par contre, c'est vrai que la Cour de cassation nous dit on continue à en acquérir pendant cette période. Alors, la question, je suis en train d'essayer de la relire, porte sur le paiement des IJSS. Je pense là aussi qu'il faut rentrer dans les détails. Si on parle d'un salarié qui est en cours d'exécution du contrat de travail, on ne va pas, on n'est pas en train de parler d'un calcul d'une indemnité compensatrice de congés payés. Ce qui ressort de la Cour de cassation, c'est que le salarié va continuer à gagner des congés, c'est-à-dire qu'on va continuer à lui rajouter des jours de congés dans son compteur. On n'en est pas à la question d'un paiement. Donc, il n'y a pas de lien avec la notion d'IJSS qui lui est versée pendant cette période d'arrêt de travail. Simplement, on rajoute des jours au compteur là où on n'en rajoutait pas avant. Plus tard, quand il est sorti de sa période d'arrêt, il va prendre des congés payés, et là, il y a une règle de calcul des congés payés qu'il prend et du paiement de l'indemnité de congés payés, c'est-à-dire ce que l'on perçoit quand on est en congé payé. Alors là, il n'y a pas de précision de la Cour de cassation dans ces arrêts du 13 septembre, mais par contre, il y a des règles sur le calcul de l'indemnité, et on va prendre la règle la plus favorable aux salariés. Donc, si le fait qu'il y ait une période d'arrêt de travail aboutit au fait que le calcul serait moins favorable que l'autre possibilité de calcul, eh bien, on va appliquer la règle la plus favorable. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que il faut pas tirer de conclusion de ces arrêts de la Cour de cassation sur les règles de calcul des congés payés. Elles sont dans le Code du travail. Elles ne sont pas changées par ces arrêts. C'est simplement qu'on rajoute au compteur des congés payés en prenant ces périodes d'arrêt de travail là où avant on ne le faisait pas. D'accord ? Mais effectivement, je vois certaines remarques, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dire on continue à acquérir des congés payés, ça ne veut pas dire que la période est du temps de travail effectif. Hein.
Il faut pas mélanger les choses. Ok. Du coup, on peut passer à l'arrêt suivant. Et du coup, je ne coupe pas mon micro parce que voilà. c'est toujours moi. C'est toi. Voilà. Donc, c'est toujours moi. Alors, c'est un arrêt de la Cour de cassation qui porte sur ce qu'on appelle une QPC, donc une question prioritaire de constitutionnalité, qui nous a semblé intéressant parce qu'effectivement, c'est une information à retenir par rapport à un argumentaire que certains employeurs peuvent parfois avoir envie de soulever. Et vous allez voir que malheureusement, la Cour de cassation il met un frein. Alors, de quoi je parle ? Je parle dans cet arrêt parle de la problématique, ou plutôt de la règle, concernant les salariés représentants du personnel, et plus particulièrement l'application des dispositions de l'article L 2141-5-1 du Code du travail, qui est dans le Code du travail depuis 2015, et qui pose une règle très particulière permettant aux salariés représentants du personnel de bénéficier au terme de leur mandat d'un réajustement, je dirais, et d'une égalité de traitement, réajustement de leur rémunération par rapport à l'évolution des autres salariés. Cette règle concerne les représentants du personnel dont les heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépassent 30% de la durée de travail. Bien, si c'est le cas sur la durée de leur mandat, ils ont la possibilité d'avoir accès à une moyenne des augmentations générales individuelles. Donc, c'est pour assurer une égalité de traitement. Dans ce dossier, un salarié représentant du personnel avait demandé l'application de cette règle en cours de période. Alors, si je reprends l'arrêt, c'est un salarié qui a eu un mandat de juin 2015 à octobre 2018. En avril 2016, donc son mandat a continué jusqu'en octobre 2018, il avait interrogé son employeur sur la possibilité de bénéficier de cette garantie de rémunération que j'évoquais à l'instant. Et l'employeur lui a répondu que c'était pas le moment, puisque ça s'appréciait, ce qui se soutient parfaitement à la lecture du texte, que ça s'appréciait donc en termes de mandat, parce qu'effectivement le texte dit que c'est sur l'ensemble de la durée de leur mandat qu'il faut apprécier si la condition de 30% est remplie. Ça, c'est un premier argument de l'employeur. Et l'employeur avait un deuxième argument pour s'opposer, c'était de faire un peu de la procédure et de soulever, c'est donc là où je veux en venir et ce qui m'intéresse, cette question prioritaire de constitutionnalité, cette QPC, en venant questionner la Cour de cassation sur le fait que cette règle que j'évoquais tout à l'heure, donc qui tend à cette égalité de traitement au bénéfice des représentants du personnel lorsqu'ils ont plus de 30% d'heures de délégation par rapport à leur durée de travail, eh bien cette règle n'était pas contraire au principe d'égalité devant la loi, en ce sens, je lis, qu'elle garantisse ces règles à ses salariés une évolution de leur rémunération qui n'est aucunement individualisée, sous-entendu comme les autres salariés lambda, et que donc, finalement, on traiterait mieux les salariés protégés que les autres, puisqu'il n'y aurait pas d'individualisation, et donc rupture d'égalité. C'est en tout cas un argument de l'employeur. La Cour de cassation va se positionner dessus en estimant qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Alors, pour rappel, et pour faire très très court et très synthétique, la Cour de cassation, comme le Conseil d'État d'ailleurs, c'est la même chose. Quand l'une des hautes juridictions est saisie d'une question d'une QPC, elle fait une première analyse, je ne rentre pas dans les détails de cette première analyse, pour déterminer si cette question doit être transmise ou pas au Conseil constitutionnel. Et si tel est le cas, le Conseil constitutionnel est alors saisi et va se positionner sur la constitutionnalité de la règle par rapport donc au bloc de constitutionnalité. La Cour de cassation, elle a dit stop ici. Elle a dit en fait, la question n'est pas sérieuse, il n'y a pas à la transmettre parce que les dispositions contestées qui ne soumettent pas à des règles différentes des personnes placées dans une situation identique ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi. Donc en clair, la Cour de cassation rappelle que le principe d'égalité de traitement s'applique lorsque l'on va
traiter de manière différente des personnes dans des situations identiques. Là, il peut y avoir une violation du principe d'égalité de traitement. Ce n'est pas le cas. Il ne peut pas y avoir de violation du principe d'égalité de traitement lorsqu'on traite de manière différente des personnes dans des situations différentes. Et le représentant du personnel est dans une situation différente des autres salariés. Donc la Cour de cassation balaye la question en disant c'est logique, je dirais, qu'il n'y ait pas de principe d'égalité, donc il n'y a pas lieu de transmission au Conseil constitutionnel. Alors, ça peut paraître être un arrêt très procédural, très technique, c'est exact, mais en même temps, il nous donne une information, c'est que les employeurs ne peuvent pas espérer soulever le caractère non conforme à la Constitution de cette règle, puisque on ne va pas plus loin dans la procédure, ça n'est pas transmis au Conseil constitutionnel, la Cour de cassation vient de se positionner là-dessus, donc tout argument qui tendrait dans ce sens ne pourrait pas être efficace, et c'est quand même une information à retenir en matière de gestion de contentieux dans ce type de situation. Le Conseil constitutionnel ne sera jamais saisi de la question, la Cour de cassation l'a balayé d'un revers de main, et donc vous ne pouvez pas tirer des arguments de cette nature-là. Et concrètement, cette règle dans le Code du travail doit être clairement respectée. Est-ce qu'il y a des questions sur cet arrêt ? Et non, il n'y a pas de questions. Et du coup, il nous reste 4 minutes. Et je laisse la main à Coralie pour ce dernier arrêt. Dernier arrêt. Dernier arrêt qui interroge sur les conséquences du non-respect de l'obligation de réintégration lorsqu'il s'agit d'un salarié protégé. Je ne vous apprends rien là encore, pour mémoire, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi, ou tout le moins un emploi dit équivalent. Il en résulte que lorsque l'employeur ne satisfait pas à cette obligation sans justifier d'une impossibilité de réintégration, dans ce cas, l'action en résiliation judiciaire prononcée au tort de l'employeur pour ce motif-là doit produire, sur l'aspect des conséquences financières, juridiques et financières, doit produire les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur. Et ici, la question posée, c'était celle de savoir quid de l'indemnisation à allouer. Donc, pour rappeler un tout petit peu les faits, il s'agissait d'une salariée qui, pendant très longtemps, avait exercé des mandats de représentant du personnel, de représentant syndical, et elle était, au moment où elle a intenté cette action en justice, elle était conseillère prud'homale. Donc, elle a été licenciée pour un motif économique et après autorisation ministérielle. Donc, finalement, il y a eu une annulation par jugement. Et cette décision donc, d'annulation du licenciement a été confirmée en cause d'appel avec l'obligation de la réintégrer dans son poste. Dans le cadre de cette action en justice, elle évoque une inégalité de traitement et une discrimination syndicale et elle sollicite effectivement la condamnation de son employeur à divers paiements, dont celle principale qui était l'objet de toute la discussion, puisque la position de l'employeur était de finalement dire que si on devait apprécier l'indemnisation, le montant de l'indemnisation à allouer, il ne faut uniquement que se baser sur le préjudice subi. Mais ce n'était pas du tout la position adoptée par la Cour, puisque elle, à l'inverse, elle dit que le salarié peut prétendre à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire, et ce jusqu'à la fin de la période de protection en cours, au jour de sa demande en résiliation, et ce, dans la limite de 30 mois. Donc, c'est effectivement ce qu'il faut retenir. On n'est pas sur une question d'appréciation comme on a tendance à le faire sur la démonstration d'un préjudice et la réparation cantonnée, mais plutôt sur un aspect purement limité à 30 mois, mais sur une période qui est définie comme étant donc la prise d'effet de la résiliation judiciaire jusqu'à la fin de la période de protection en cours, mais au jour effectivement où la demande en résiliation est déposée au Conseil de prud'homme. Donc, c'est finalement un arrêt assez classique, avec un apport juste simplement qui rappelle la jurisprudence constante en la matière. C'était bon, effectivement, de le rappeler. Mais on peut s'en... Je tiens le timing, c'est 14h14. On peut s'en tenir à ça. Voilà.
Top. Merci Coralie. C'était donc le dernier arrêt. Il y avait une petite question. Je crois que ça concernait juste le. Alors, si c'est celle sur la rétroactivité, oui. Je me permets de prendre la parole 2 secondes, quitte à déborder, si tu me l'accordes. Ça concerne effectivement la question des congés payés. C'est la grande question de savoir est-ce qu'il faut rétroagir. Alors moi, je me permets de faire un peu une communication pour le cabinet Capstan. Je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, je vous disais, le cabinet est très mobilisé sur le sujet. Face à ce sujet des arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre, il y a finalement 2 positions. C'est soit on accepte ces arrêts, et dans certaines entreprises qui ont des arrêts de travail, enfin qui ont des salariés avec beaucoup d'arrêts de travail ou des accidents du travail très longs, ça va vous coûter très cher. Soit on essaie de les combattre. Alors nous, on a pris plutôt ce parti-là. La rétroactivité dans tout ça est une question qui n'est pas tranchée avec précision. On a un arrêt dans ceux du 13 septembre de la Cour de cassation qui porte la prescription, mais qui porte sur une affaire très particulière, on l'avait évoqué, d'une personne qui n'était pas salariée et où donc du coup la Cour de cassation a dit quand on les requalifie en tant que salarié, forcément l'employeur n'a pas fait courir la prescription parce qu'elle n'avait pas de bulletin de paye par exemple et il n'a jamais traité les congés payés. Donc c'est un cas très particulier. Donc il y a plein de points d'interrogation. La rétroactivité en est une. Quelle est la durée de la prescription? Est-ce que la jurisprudence est rétroactive? Donc tout ça c'est très compliqué et je l'avais dit la dernière fois, on est dans le domaine de la stratégie d'une entreprise à une autre, de la prise de risque et de la stratégie à l'égard de ces arrêts et des positions à prendre à l'égard des salariés. Donc véritablement sur la rétroactivité par exemple, chez Capstan, nous développons, mais j'en dirai pas plus parce que je dirais c'est vraiment du savoir-faire du cabinet, nous entendons développer dans les contentieux des arguments tendant à affirmer que la jurisprudence, par exception à ce qu'elle est d'habitude, dans ce cas précis, n'est pas rétroactive. Mais ça sera un argumentaire. Ce n'est pas une réponse ferme que je vous donne, c'est un argumentaire. Donc, tout ça pour vous dire que véritablement, je vous invite à nous contacter sur quickms@capstan.fr si vous avez des questionnements sur ces sujets-là et si vous posez la question de la stratégie à adopter, parce que c'est une étude de risque et une analyse au cas par cas et entreprise par entreprise pour savoir comment on manœuvre à la suite de ces arrêts de la Cour de cassation. Ok. Merci pour cet éclaircissement. Et du coup, j'en profite juste, on se retrouve alors je vais retrouver la date, c'est le 19 décembre pour la dernière Actu Sociale, le dernier webinaire de Actu Sociale de l'année. Et en attendant, si vous voulez, jeudi, on fait un webinaire avec le Lab Innovation qui s'appelle Tomorrow Theory, qui va parler de IA, intelligence artificielle et des RH. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'était juste la petite minute promo de fin de webinaire. Merci à tous. Merci Coralie. Merci Fabrice. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir.